Bienvenue au camp Pineway, où les souvenirs que vous créerez dureront toute votre vie. Enfin, seulement si vous parvenez à survivre à la nuit. C'est le week-end d'ouverture. Vous savez donc ce que ça veut dire. Il est temps d'enfreindre certaines règles, de se rassembler autour du feu de joie et de voir qui sera le prochain dans un sac mortuaire. Ces moniteurs veulent juste se détendre avant que les gamins n'arrivent, mais il ne faudra pas attendre longtemps avant qu'un maniaque masqué décide de s'incruster dans la fête. Et je suis donc ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le tueur de la colonie de vacances dans Hell of a Summer. Ce camp de vacances est sur le point de devenir une scène de crime. Tard dans la nuit, au paisible camp Pineway, les propriétaires John et Cathy se détendent au coin du feu et se préparent un nouvel été riche en amitié et en souvenirs. Je veux dire, ils aiment tellement l'endroit qu'ils ont même écrit une chanson entière sur le sujet. Mais c'est sur le point d'être le dernier refrain qu'ils entendront jamais. Après avoir chanté avec son mari, la femme rentre chercher à boire, le laissant seul au bord du lac. Mais il ne se doute pas qu'il est observé. Elle n'est partie qu'1 minute, mais quand elle revient, elle remarque qu'il a arrêté de jouer. Et c'est alors qu'elle fait la découverte la plus horrible de sa vie. En regardant près du feu, elle trouve son mari allongé sur le sol, le manche de sa guitare enfoncé dans la bouche. Paniquée, sa réaction instinctive est de courir vers sa voiture. Mais c'est là qu'elle commet sa plus grosse erreur. Sprintant dans l'allée, elle saute sur le siège du conducteur et met les clés sur le contact. Mais au lieu d'appuyer sur l'accélérateur, la femme se fige tout à coup, avec une expression choquée sur le visage. Il s'avère que le tueur est déjà arrivé là bien avant elle. Et avant même qu'elle ne se rende compte de ce qu'il a frappé, il la poignarde à travers l'appui-tête avec une machette. Ce qui fait 2 morts, et il en reste 11. Ok, ce type doit vraiment détester les chansons autour d'un feu de camp. Comme nous n'avons pas vu ce qui est arrivé au mari, nous ne pouvons pas vraiment dire s'il avait une chance de s'en sortir. Mais sa femme, Cathy, aurait peut-être survécu si elle n'avait pas commis cette unique erreur fatale. Sa décision de s'enfuir immédiatement pour sauver sa vie était tout à fait logique et intelligente. En effet, dès que son cerveau a réalisé qu'elle se trouvait dans une situation de vie ou de mort, il a activé son mode de défense de combat ou fuite, provoquant une poussée massive d'adrénaline dans son système nerveux sympathique. Ok, vous me suivez? Ça l'a plongé dans un état de vision tunnel, lui faisant perdre toute conscience de la situation et la poussant à agir uniquement par réflexe primitif. Mais cette fois-ci, son instinct l'a trahi. Les réflexes de Cathy lui ont dit de courir vers la voiture, car inconsciemment, le cerveau cherche toujours le chemin le plus rapide vers ce qu'il perçoit comme un refuge. C'est ce qu'on appelle la fixation sur une cible. Sous l'effet du stress, les gens ont tendance à se concentrer aveuglément sur la solution la plus familière. Mais le problème, c'est que ça les amène à ignorer complètement toutes les autres options. Pour être honnête, il est presque impossible d'agir de manière stratégique dans ces conditions. Mais si elle avait été capable de réfléchir logiquement, elle aurait peut-être eu beaucoup plus de chances de s'en sortir. La clé aurait été d'utiliser les mêmes techniques que les militaires et les premiers secours, c'est-à-dire prendre quelques secondes pour se recentrer en contrôlant sa respiration, puis observer attentivement son environnement. Même si son mari était mort, il n'y avait pas de danger immédiat. Et comme le tueur n'était pas juste derrière elle, ça lui donnait le temps nécessaire pour choisir quoi faire ensuite. Courir vers la voiture reste la meilleure option, mais pas si vous avez oublié de la verrouiller. La mort d'Annie dans le premier film Halloween nous a appris que dans un scénario où un tueur est en liberté, il faut toujours vérifier la banquette arrière et regarder s'il y a de la buée sur le pare-brise, si on a laissé sa voiture sans surveillance. Si Cathy avait remarqué que le tueur l'attendait, elle aurait pu faire demi-tour et retourner au lodge. Ou elle aurait pu barricader la porte, prendre une arme et utiliser le téléphone pour appeler à l'aide. Et pour être tout à fait réaliste, je pense que 99% d'entre nous auraient fini avec une machette plantée dans la nuque. Le lendemain, Jason, ce campeur chevronné, se rend à Pineway pour un nouvel été en tant que moniteur, même si sa mère, qu'il déteste, lui dit que c'est une perte de temps. Elle pense qu'il est temps pour lui de grandir et de se trouver un vrai travail. Mais il est convaincu que les propriétaires le préparent à reprendre le flambeau du camp, ce qui signifie qu'il n'aurait jamais besoin d'en chercher un autre. Il y a aussi Bobby et Chris, 2 meilleurs amis et moniteurs débutants qui sont beaucoup plus intéressés par les filles que par les activités pour les enfants. Ils ont quelques minutes de retard sur tout le monde. Alors Jason s'est déjà mis à bourdonner dans tout le camp, agaçant tous ses collègues moniteurs le temps qu'ils arrivent. La seule personne qui soit un tant soit peu heureuse de le voir est son amie Claire. Et il arrive juste à temps pour l'aider à ouvrir la porte de sa cabane, sachant exactement comment faire, étant donné sa dizaine d'années d'expérience.
Même elle trouve discutable qu'il soit revenu pour une année supplémentaire. Mais il change rapidement de sujet et apprend qu'elle vient de traverser une mauvaise rupture. Gêné comme toujours, il tente de la soutenir. Mais il ne fait que rendre la situation encore plus bizarre. Et alors qu'ils se séparent, il commence à se demander pourquoi les propriétaires ne se sont toujours pas manifestés. Dans leur bureau, il trouve une note disant qu'ils seront de retour le lendemain matin. Et à ce moment précis, il n'a aucune raison de penser que ce n'est pas le cas. Les autres sont tous rassemblés dans le lodge, vénérant le moniteur le plus populaire, Mike, lorsque Jason attire leur attention pour faire quelques annonces. Il veut commencer par un tour de magie, mais ils lui disent d'aller droit au but. Alors il explique que les propriétaires l'ont laissé en charge du camp pour la nuit. Ils ne sont pas très impressionnés par son attitude hyper enthousiaste, et tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir une chance de faire la fête. Après avoir remis leur téléphone conformément au règlement du camp, ils courent tous vers le lac dès qu'il a fini de parler. Il est clairement blessé que personne ne semble apprécier la vie au camp autant que lui. Mais Claire revient et l'invite à se joindre à la fête, ce qui lui remonte un peu le moral pour l'instant. Ok, j'aime pas le fait de briser les rêves de Jason, mais j'ai de mauvaises nouvelles. Le règlement du camp exige qu'un adulte soit présent à tout moment lorsque des campeurs ou des moniteurs sont présents. Donc en réalité, les propriétaires ne devraient jamais sauter la première nuit. Parce que non seulement ce serait irresponsable, mais ça pourrait aussi leur causer de sérieux ennuis juridiques. Maintenant, la raison pour laquelle il ne voit pas la menace, c'est parce qu'il est victime du biais de confirmation, qui est la tendance naturelle de l'être humain à interpréter les informations de manière à confirmer ce qu'on croit déjà, tout en ignorant tout ce qui les contredit. La seule façon de s'en sortir serait de changer délibérément sa façon de penser pour adopter un état d'esprit de non-confirmation. Dans la vie réelle, les enquêteurs criminels sont formés à la recherche d'informations qui contredisent leurs hypothèses antérieures, une stratégie appelée le biais de confirmation actif. Vous voyez, dans le cas présent, il aurait dû se rendre compte que le message ne lui laissait pas d'instructions claires ni d'informations sur les personnes à contacter en cas d'urgence. Ce qui est incroyablement étrange et irresponsable, même si les propriétaires l'ont formé à prendre la relève. Dès qu'il a trouvé cette note, je l'aurais apportée à une autre campeuse digne de confiance. Comme Claire par exemple. Je lui aurais demandé son avis, et une fois qu'il se serait rendu compte que c'est suspect, il y aurait eu un moyen facile de confirmer si c'était vrai. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est rechercher d'autres documents manuscrits dans le bureau, puis comparer le style d'écriture et essayer de déceler d'éventuelles différences. Dans le cadre d'enquêtes criminelles, c'est ce qu'on appelle la graphologie médico-légale. Des caractéristiques telles que la formation des lettres, l'angle d'inclinaison de l'écriture, l'espacement entre les lettres et les mots, et la pression du stylo sont toutes complètement différentes d'une personne à l'autre, pas vrai? Et c'est aussi incroyablement difficile à masquer. Par exemple, regardez de plus près le flyer sur la soirée des talents sur le calendrier, puis le mot urgence sur la note. Les G ne sont pas du tout écrits de la même manière que sur la note. Ils sont beaucoup plus fantaisistes, à défaut d'un meilleur terme. Si Jason s'en était rendu compte plus tôt, il aurait pu comparer la note à d'autres échantillons d'écriture dans le bureau, confirmant que ce n'étaient pas les propriétaires qui l'avaient écrite, et leur donnant une chance de contacter de l'aide ou de se tirer d'ici avant que les choses n'empirent. Après avoir passé un peu de temps au bord du lac, Jason trouve Claire en train de tirer des flèches au stand de tir à l'arc, et il lui propose de l'aider en lui donnant quelques conseils. Il est en fait très bon dans cette discipline, après autant d'années de pratique, et il dit qu'il a été vice-champion de Pineway pendant plusieurs années consécutives. C'est alors qu'il lui demande si elle trouve étrange que les propriétaires ne soient pas encore là. Mais ce n'est pas tant parce qu'il s'inquiète pour leur sécurité, c'est plutôt parce qu'il pense que c'est un test pour voir s'il est prêt à prendre la direction du camp. En regardant autour d'elle, elle remarque que Mike et sa petite amie Demi partagent un moment de complicité, et elle essaie de demander à Jason de l'aider à viser. Mais il est encore trop gêné pour comprendre l'allusion. Cependant, elle finit par atteindre la cible grâce à ses conseils. Pendant ce temps, Bobby essaie toujours de faire ce qu'il peut pour attirer l'attention des filles. Mais cette jeune fille, Shannon, l'interpelle parce qu'il lave une voiture qui n'est même pas la sienne. Elle n'est venue lui parler que parce qu'elle s'intéresse à son meilleur ami Chris. Et frustré que ses tactiques ne fonctionnent pas, il s'en va se cacher dans les cabanes, couvert de honte. Jason ne tarde pas à trouver le garçon seul, et il tente de le réconforter en lui disant qu'il aura beaucoup d'autres occasions au cours de l'été. Bobby apprécie le geste, et s'apprête à lui serrer la main comme si c'était la première fois qu'ils se rencontraient, alors qu'ils ont en fait passé tous les étés ensemble depuis 8 ans. Pour le dîner, il fait griller des hamburgers pour tout le monde, et il prend soin de préparer un hamburger spécial au tofu pour la végétalienne Miley. Voyant ça comme une occasion de l'impressionner, Bobby en prend un pour lui et essaie de faire comme s'il était végétalien lui aussi, bien qu'il ait un peu de mal à conserver son blabla de façon cohérente. Aux tables de pique-nique, Harry, l'intello-cinéphile, pète les plombs quand Claire commence à manger une barre de céréales de l'autre côté de l'aire de restauration, terrifiée à l'idée que ça déclenche sa légère allergie aux fruits à coque. Elle
ne voit pas le problème vu qu'il n'y a même pas de noix dedans. Mais il le prend personnellement et part en trombe dans sa cabane. Quant à Bobby, sa tentative de rise échoue une fois de plus quand il mentionne son signe astrologique, effrayant la fille quand il dit qu'il est scorpion. Et il jette son burger de tofu dans les bois dans un accès pathétique de frustration adolescente. Plus tard dans la nuit, Jason va chercher du bois pour le feu tandis que les autres se séparent pour rejoindre leurs cabanes respectives. La fille populaire, Demi, est occupée à se coiffer quand elle entend quelqu'un s'approcher de la porte. Pensant qu'il s'agit de son petit ami Mike, elle ne détourne pas les yeux de son miroir. Mais avant qu'elle n'ait vu venir la menace, quelqu'un lui explose le crâne plusieurs fois avec un objet lourd, éclaboussant le mur de son sang. Ça fait 3 morts, et il en reste 10. Ok, le GRWM de cette fille vient de prendre une tournure très sombre. Tout comme les propriétaires, elle n'a même pas eu l'occasion de se défendre. Mais si elle avait réagi plus rapidement, elle aurait pu faire beaucoup de choses. Quand le tueur est entré dans la cabane, elle a supposé que c'était Mike sans même se retourner. Et aussi stupide que ça puisse paraître, c'est une réaction tout à fait normale quand on ne s'attend pas à un danger. Vous voyez, elle est victime du biais de normalité, un peu comme Jason qui n'a vu aucun problème avec le message. Dans un environnement familier et confortable, on est beaucoup plus enclin à sous-estimer les risques de danger, même quand les signes avant-coureurs commencent à se manifester. Et parce qu'elle s'attendait déjà à ce que Mike revienne, son cerveau a naturellement comblé les lacunes quand elle a entendu les pas approcher. Bien qu'il aurait été difficile de le remarquer, une chose qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille était la différence subtile dans la façon de marcher de la personne. Je veux dire, si ça avait été Mike, on se serait attendu à ce qu'il entre à un rythme normal. Mais cette personne avait l'air de s'approcher à pas feutrés. Grâce à des zones spécifiques de notre cerveau, les humains perçoivent naturellement les rythmes de marche inconnus. Et si Demi l'avait remarqué plus tôt, elle aurait peut-être eu le temps de réagir. Maintenant, même si elle ne s'attendait pas à se battre, elle disposait d'une arme très efficace, son appareil photo. Si Demi avait vu son agresseur arriver, elle aurait pu rapidement lever l'appareil photo et déclencher le flash directement dans ses yeux. Le flash standard d'un appareil photo grand public peut atteindre jusqu'à 100 000 lumens en une très courte rafale. Ce qui veut dire qu'en un instant, le flash est plus de 125 fois plus lumineux qu'une ampoule électrique moyenne. Lorsque le flash aurait ébloui les yeux du tueur, ça aurait surchargé tout à coup sa rétine de photons, décolorant ses cellules photoréceptrices sous l'effet de l'explosion soudaine de lumière et provoquant un état de cécité temporaire. Et je dirais même que ça aurait été encore plus efficace contre les yeux adaptés à l'obscurité du tueur, parce que ça l'aurait aveuglé complètement pendant 5 secondes et ça l'aurait privé de toute clarté visuelle pendant 30 secondes ou plus. Ça aurait été largement suffisant pour faire de sérieux dégâts. Et pendant ce petit laps de temps, elle aurait même pu lui briser un miroir sur la tête et sortir de la cabane pour chercher de l'aide, ce qui aurait pu lui sauver la vie. Jason tente de rejoindre les autres autour du feu de camp, mais comme d'habitude, il préfère écouter les récits de Mike sur la rébellion de sa jeunesse. Bouleversé, il retourne dans sa cabane pour regarder des photos du bon vieux temps. Mais ce ne sont que des preuves supplémentaires qu'il n'a jamais eu d'amis. La réalité est bien sombre, et quand Claire vient le rejoindre, elle le surprend parce qu'il a laissé la porte ouverte. Elle se demande pourquoi il a décidé de quitter le feu de camp, et il admet que c'est parce que les autres ne veulent même pas de lui. Bref, il est manifestement blessé, même s'il essaie de le cacher. Mais Claire le rassure en lui disant que tous les autres sont aussi des nazes, ce qui le convainc de retourner dehors et de faire une nouvelle tentative. En chemin, il passe devant Chris et Shannon qui s'embrassent derrière le hangar, mais ça la fait réfléchir quand elle réalise qu'il va certainement le raconter à son meilleur ami Bobby. En parlant de lui, ils arrivent juste au moment où il s'apprête à sauter par-dessus le foyer sur son BMX, visiblement toujours à la recherche d'attention par tous les moyens possibles. Les autres commencent à l'encourager en braillant, mais dès qu'Harry lui lance une insulte, il y voit une excuse pour faire une scène et s'en aller, jouant les victimes pour ne pas passer pour un lâche. Finalement, la fête s'achève, mais alors que tout le monde est rentré dans ses cabanes, une jeune campeuse nourrit une soif secrète de viande. Se faufilant dans la cafétéria, Miley, la végétalienne, se tient devant un double cheeseburger bien juteux, essayant de se convaincre de ne pas le manger. Mais ses pulsions ténébreuses finissent par l'emporter, et elle se prépare à mordre presque à contre-cœur. C'est alors qu'elle entend un bruit suspect de l'autre côté de la pièce, et elle se retourne juste à temps pour voir une personne portant un masque de diable émerger de l'ombre. Elle se met à hurler quand il se précipite vers elle avec un couperet à viande au-dessus de la tête. Mike entend le vacarme et entre dans le bâtiment pour voir ce qui se passe, mais il se retrouve face au corps de la jeune fille qui gît au milieu du sol. Et avant même de comprendre ce qui lui arrive, le tueur se faufile derrière lui et l'attrape par l'épaule. Ça fait 5 morts et il en reste 8. Ok, cette fille est peut-être végétalienne, mais on dirait qu'elle vient d'être transformée en hachis.
Maintenant, au premier abord, on pourrait penser qu'elle a été prise au dépourvu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y avait un signe avant-coureur que personne n'a remarqué. Et c'est, selon moi, sa disparition. Réfléchissez-y. Elle envoyait des SMS continuellement. Et elle a commencé à poster sur les réseaux sociaux dès qu'elle est arrivée. Sérieux, cette fille était constamment en contact avec quelqu'un et adore être vue. Donc c'était vraiment pas son genre de rater le feu de camp où tout le monde allait être, à part les exclus sociaux comme Jason et Claire. Pour moi, j'aurais commencé à me poser des questions et j'aurais demandé à Mike s'il savait ce qui lui était arrivé. Ou j'aurais envoyé quelqu'un vérifier qu'elle allait bien. Mais même quand le danger était évident, la réaction de Miley face à la menace a été absolument terrible. Je veux dire, entre le moment où il est apparu et celui où il a attaqué, 30 secondes se sont écoulées. Ce qui peut sembler court, mais dans une situation de vie ou de mort, ça peut sembler une éternité. Quand vous percevez une menace, votre cerveau réagit en moins de 12 millisecondes, avec une poussée d'adrénaline et le déclenchement du mode combat ou fuite en moins d'1 seconde. Pendant ce temps, votre fine motricité diminue et votre force et votre vitesse motrice globale augmentent considérablement, au-delà de ce dont vous êtes normalement capable. Ainsi, dans une situation où l'adrénaline est élevée, un être humain moyen peut courir à environ 25 km/h pendant quelques secondes sans préparation. Ce qui signifie que si elle avait commencé à bouger immédiatement, elle aurait facilement pu atteindre une sortie avant que le tueur n'ait eu le temps de combler l'écart. Mais même s'il se tenait entre elle et la porte, la jeune fille avait encore beaucoup d'options à sa disposition. En effet, le plan de travail près duquel elle était surmonté d'une étagère remplie d'ustensiles de cuisine. Elle pouvait donc facilement attraper un plateau métallique ou une poêle et se défendre en les balançant. Comme les autres campeurs étaient encore en vie, tout ce qu'elle avait à faire était de se rendre à l'extérieur où Mike lui aurait servi de bouclier humain. Mais au lieu de ça, le tueur a pu les éliminer l'un après l'autre. Et maintenant, leurs amis n'ont toujours aucune idée qu'ils sont tous en danger. Encore complètement inconscients de la menace, les garçons sont de retour à leur couchette, discutant de ce que Chris et Shannon ont fait dans la salle de divertissement, quand Jason vient leur parler des activités de groupe qu'il a planifiées pour le lendemain matin. Ils agissent comme s'ils étaient beaucoup trop cool pour ce genre de choses, et n'essaient même pas de faire semblant de venir. Alors Jason s'en va en répétant son discours, espérant avoir plus de chance avec les autres campeurs. Mais tout change quand il arrive à la cabane de Demi. Quand il frappe à la porte, il commence à s'inquiéter quand la fille ne répond pas, et il décide de s'introduire lui-même à l'intérieur avec sa façon habituelle que je situerais entre agaçante et amicale. Mais quand il regarde le lit, il est horrifié de voir son corps sans vie allongé et couvert de sang. Terrifié, il sort immédiatement de la cabane et court en hurlant jusqu'à la salle de divertissement, où il trouve les autres en train de se détendre paisiblement comme si c'était n'importe quelle autre nuit. Reprenant son souffle, il tente d'expliquer ce qu'il a vu dans la cabane, mais il fait ce genre de numéro tout le temps, alors ils sont convaincus qu'il s'agit d'une autre de ses activités de groupe. Quoi qu'il fasse, aucun d'entre eux n'est prêt à le prendre au sérieux. Il se précipite donc au bureau pour appeler à l'aide, mais il se rend compte que le tueur a déjà volé tout leur téléphone portable. Il retourne vers les autres, qui refusent toujours de croire un mot de ce qu'il dit, même s'il jure qu'il dit la vérité. Et le seul moyen pour qu'ils le croient, c'est d'en avoir la preuve par eux-mêmes. Lorsqu'ils arrivent à la cabane, le corps de la jeune fille a déjà disparu, mais les preuves recouvre toujours son lit. Et en y regardant de plus près, la clairvoyante Noël confirme qu'il s'agit bien de vrai sang. Pris de panique, tout le monde se met immédiatement à courir vers le parking. Mais se souvenant que Claire n'est pas avec eux, Jason fait demi-tour pour aller la prévenir. D'abord, ils rejoignent leur voiture, mais découvrent qu'elles ont déjà été sabotées. Ils n'ont donc plus aucun moyen de s'échapper. Du coup, leur seul autre choix est de retourner à la cabane et de se regrouper. Tiraillés sur ce qu'ils devraient faire ensuite, ils commencent à discuter de leurs options, jusqu'à ce que Claire se souvienne qu'il y a une ligne fixe dans le pavillon principal. Les autres font remarquer qu'elle a probablement déjà été détruite, mais Jason est prêt à y aller s'il y a une chance qu'il puisse utiliser cette chère et tendre ligne fixe. Comme ils ne veulent pas qu'il y aille seul, ils décident de piocher les cartes. Et les deux campeurs qui tireront les numéros les plus bas devront se joindre à lui pour la quête. Ainsi, il se retrouve avec Ezra et Harry comme compagnons fidèles, espérant atteindre le téléphone avant que le tueur ne frappe à nouveau. Ok, maintenant on arrive enfin à quelque chose. Il a fallu du temps à ces abrutis pour comprendre qu'ils étaient tous dans la muise. Mais maintenant qu'ils travaillent ensemble, ils vont peut-être enfin commencer à faire des progrès. Bon, se rendre jusqu'au téléphone fixe, c'est une bonne idée, mais le plan pourrait être amélioré. Le premier problème est la façon dont ils ont décidé de scinder le groupe. Il est logique de laisser quelques personnes à la cabane, mais si un des deux camps rencontre le tueur, leur plus grand avantage sera la force du nombre. Donc, au lieu de laisser 5 personnes à la cabane et d'en avoir 3 dans la quête héroïque, j'aurais divisé le groupe en 2 groupes égaux de 4 personnes chacun. Je veux dire, ça laissera encore suffisamment de monde pour défendre la cabane, mais ça évitera que quelqu'un puisse être facilement isolé. Et ça augmentera considérablement leurs chances de survie. Maintenant, étant donné que Bobby a tiré la prochaine carte la plus basse, il fait actuellement partie du groupe qui reste à la cabane.
Ce qui est une bonne nouvelle, parce que comme ils sont sur le point de le découvrir, il a discrètement emballé du spray anti-ours depuis le début. Et ça pourrait être une de leurs armes les plus redoutables contre l'attaquant. Leurs lampes de poche sont également d'excellentes armes en cas de besoin, à la fois pour aveugler le tueur comme nous l'avons mentionné précédemment, mais aussi pour le frapper s'il s'approche trop près. Cela dit, pourquoi s'arrêter là? Ah oui, nous avons vu que Jason est très doué avec un arc. Alors, avant d'aller à la cabane, je pense qu'il devrait s'arrêter au stand de tir à l'arc et prendre tous les arcs et les flèches possibles. Et il devrait aussi faire une razzia dans la remise pour trouver des balais ou des râteaux qui pourraient être cassés pour en faire des lances de bois. Bien entendu, tous les autres membres du groupe sont également des éléments utiles, comme par exemple Ezra, qui serait un acteur très doué pour faire le mort. Donc, s'il voit une occasion de tendre une embuscade, il pourrait potentiellement attirer le tueur en utilisant ses talents d'acteur, en faisant style qu'il est super effrayé et vulnérable, pendant que le reste de l'escouade attendrait non loin en vue de se jeter sur lui dès qu'il apparaîtra. Le trio se met en route vers le pavillon, appelant nerveusement leurs amis disparus, tandis que les autres attendent à la cabane. Quand il défait son sac, Bobby révèle qu'il a emporté du spray anti-ours qui fonctionne aussi contre les humains. Mais il est tellement stupide qu'il pense qu'un ours pourrait être le tueur. Les autres atteignent le bâtiment et découvrent qu'Harry avait raison. La ligne téléphonique a déjà été coupée, ce qui les laisse sans moyen d'appeler à l'aide. Alors qu'ils s'engouffrent dans la cuisine, ils remarquent rapidement une trace de sang qui mène au réfrigérateur. Et quand ils l'ouvrent, ils sont horrifiés de découvrir la tête coupée de la végétalienne posée sur une étagère. Les deux autres s'enfuient immédiatement, laissant Jason ici comme mort. Mais au beau milieu de la confusion, il réussit tout de même à revenir à la cabane avant tout le monde. Paniqué, il explique la situation exactement comme elle s'est passée, disant qu'il pensait qu'Harry et Ezra seraient de retour en premier. Ils gardent espoir et se rassemblent tous autour de la fenêtre, mais malgré le fait que plusieurs minutes s'écoulent, il n'y a toujours aucun signe de l'un ou l'autre de leurs amis. Au bout d'un moment, Noël suggère d'utiliser sa planche Ouija pour contacter l'autre côté afin d'obtenir de l'aide. Et faute de mieux, ils décident tous d'essayer. Elle dirige la séance de spiritisme et appelle d'abord l'esprit d'Ezra qui répond qu'il a été tué. Mais quand il cherche l'identité du tueur, il épelle lentement IDEK. C'est alors que l'esprit de Demi entre en contact avec le cercle, et elle est sur le point de révéler le nom du tueur quand Ezra passe la porte, effrayant tellement Bobby qu'il lui envoie un bon coup de spray dans les yeux. Il ne reste plus qu'un seul membre du groupe ayant disparu, et malheureusement pour Harry, il semble qu'il soit le prochain sur le bio. Mais ce monstre a quelque chose d'encore pire en réserve. Il pose le couteau à côté d'un pot de beurre de cacahuète frais, et trempe la lame dans le poison pendant qu'Harry supplie pour sa vie. Mais il est déjà trop tard. Et ça fait 6 morts. Et il en reste 7. Ok. Alors, celle-là semblait un peu personnelle. Maintenant, Harry a été le premier du groupe à se séparer, s'isolant et facilitant ainsi sa capture. Mais même après s'être fait choper, il aurait eu une dernière chance de s'en sortir. On ne voit pas clairement ce qui a été utilisé pour l'immobiliser, mais la chaise à laquelle il était attaché était en bois. Pendant que le tueur trempait son couteau dans le beurre de cacahuète, Harry aurait pu la faire basculer. Avec un peu de chance, elle se serait brisée et ça lui aurait permis d'atteindre une des pagaies de kayak de l'autre côté de la pièce. Quant aux autres, ils en sont à un point où ils doivent prendre une décision critique. Je veux dire que... bon, ils ne peuvent pas appeler les secours. Et après avoir appris que les propriétaires ont eux aussi été tués, ils vont se rendre compte que personne ne viendra jusqu'à l'arrivée des campeurs dans environ 2 jours. Ça signifie qu'ils doivent choisir entre rester au camp ou partir à la recherche de la civilisation par leurs propres moyens. Plus tard, Jason mentionnera qu'il y a presque 50 km jusqu'à la ville la plus proche, ce qui est loin mais atteignable, à condition de rester ensemble et de travailler en tant que groupe. C'est trop dangereux d'y aller la nuit, alors je barricaderai tout le monde dans la cabane jusqu'au lever du soleil et tout le monde se mettrait en route aux premières lueurs du jour. Mais il y a une autre option qu'ils ont visiblement négligée. Le tueur a peut-être saboté leur voiture, mais il a très probablement oublié le vélo de Bobby. Avec une vitesse constante d'un peu moins de 16 km/h, il pourrait atteindre les secours en seulement 3 heures. Donc, s'il joue sur son besoin d'attention en lui donnant l'impression d'être un héros, il pourrait facilement le convaincre de prendre son spray anti-ours, de saisir son vélo et de prendre la route. Ce qui leur permettrait d'obtenir de l'aide beaucoup plus rapidement. S'il survit, bien entendu. À la cabane, il donne à Ezra des lunettes de soleil pour cacher ses yeux gonflés. Et il explique comment il a réussi à s'enfuir. Après avoir trouvé la tête de Miley dans la cuisine, il a couru se cacher sous la scène. Et c'est là qu'il a compris qui était le véritable tueur. L'agresseur masqué n'est autre que Jason lui-même. Ce mec vient de jeter le pauvre gars sous le bus, juste parce qu'il est vieux et un peu bizarre.
Les autres arrivent immédiatement à la même conclusion, affirmant que toutes les preuves indiquent que c'est lui. Il insulte la pauvre Noël ici pour ses vibrations sinistres, se faisant ainsi encore plus mal voir. Mais il s'excuse rapidement et dit qu'il a réagi de façon excessive. Néanmoins, ils sont tous convaincus qu'il doit être le méchant. Alors, il l'attache aux couchettes et Shannon lui dit qu'il peut commencer à se livrer de la manière douce ou de la manière forte, menaçant de le gifler s'il n'avoue pas rapidement. Ils décident d'aller chercher leur téléphone tous ensemble, laissant Bobby ici pour monter la garde sur le prisonnier. Mais dès qu'ils sont partis, il commence à se comporter comme s'il s'agissait d'une séance de thérapie, déclarant qu'il se sent personnellement insulté que Jason ne l'ait pas choisi comme une des premières cibles. Il ne remarque même pas quand Claire se glisse derrière lui, et elle lui assène un coup derrière la tête qui l'assomme directement. Elle est la seule à croire en l'innocence de Jason, et après l'avoir détaché, ils s'enfuient tous les deux dans la forêt au moment où les autres reviennent pour poursuivre leur interrogatoire. Réalisant qu'il n'y a aucun moyen de les rattraper, les autres décident de les laisser partir et disparaître dans les bois. Et quand ils se retrouvent dans la salle de divertissement, ils se mettent immédiatement à dire que Claire est probablement déjà morte. Bien au contraire, Jason est plutôt déjà en train de dire qu'ils doivent retourner pour aider tous les autres. Et elle est seule ici à vouloir l'en empêcher, craignant que les autres ne se retournent contre lui une nouvelle fois. Le groupe se dispute sur ce qu'il devrait faire ensuite. Bobby veut continuer à se cacher et attendre que les propriétaires reviennent. Mais Shannon fait remarquer qu'il pourrait ne jamais se montrer. Et étant plutôt d'accord avec elle, les autres décident qu'ils doivent continuer à chercher leur téléphone encore une fois. Dans les bois, ils tombent sur un sentier que Claire reconnaît comme étant le chemin vers la sortie. Et ils décident de s'y arrêter une minute et de faire une pause. Jason fait de son mieux pour donner l'impression qu'il est déjà passé par là, même s'il est évident qu'il raconte n'importe quoi. Mais c'est alors que quelque chose au loin attire l'attention de la jeune fille. Au camp, Noël décide de chercher les téléphones dans la salle de bricolage, sans se douter qu'elle n'est pas seule. Tout à coup, le tueur s'approche lentement d'elle et la poignarde dans le dos. Mais alors qu'il ramasse une grosse pierre pour finir le travail, un autre tueur portant un masque de diable surgit du coin, révélant qu'ils étaient en fait 2 depuis le début. Ça fait donc 7 morts, et il en reste 6. Ok. Ouais, bon, fallait pas être devin pour voir ça venir à 1 kilomètre. Malgré le fait que leur suspect numéro 1 était en liberté, il n'y avait absolument aucune raison de penser que le camp était sûr. Je veux dire, si tant est que Jason était innocent, ça signifiait que le tueur était toujours dans le coin. Quoi qu'il en soit, se séparer du reste du groupe était une décision absolument épouvantable. Et ce qui est encore pire, c'est que toute cette expédition était son idée. Si tel était leur plan, ils auraient dû rassembler des armes et rester en groupe, fouillant chaque pièce une par une pendant que les autres surveillaient leurs arrières. Le problème de la séparation n'est pas seulement qu'elle vous rend plus vulnérable, mais c'est aussi qu'elle met les autres dans une position dangereuse quand ils viennent pour vous secourir. En fait, ça crée même les conditions idéales pour que le tueur puisse continuer sa série de meurtres. Maintenant, en ce qui concerne Jason et Claire et l'idée de retourner chercher les autres, c'est pas exactement la meilleure idée pour leur sécurité personnelle, mais s'il est déterminé à les sauver, alors voici ce que je ferai maintenant. Bon, étant donné que Noël a été tué alors qu'il était avec Claire, ça donne à Jason un alibi sans équivoque prouvant que le tueur ne peut pas être lui. Au lieu de se séparer, Claire et lui doivent rester ensemble, se faufiler discrètement jusqu'au camp, puis observer la situation à distance avant d'entrer. Quand ils verront les autres, ils devront s'approcher d'eux de la manière la moins menaçante possible, tout en demandant à Claire d'expliquer pourquoi il est innocent. La seule chose qui leur permettra à tous de rester en vie, c'est s'ils travaillent ensemble. Alors, maintenant que leur nombre commence à diminuer, je rassemblerai tout le monde dans la salle de divertissement, je prendrai quelques armes, je fortifierai les portes et les fenêtres, et j'attendrai là jusqu'au matin. À l'endroit qu'elle a vu, il tombe finalement sur les corps des propriétaires. Et pour Jason, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Claire veut toujours s'enfuir, mais il insiste sur le fait que c'est son devoir en tant que chef de camp de s'assurer que tout le monde est en sécurité. Alors, il lui donne un bracelet en souvenir de lui. Il dit à la fille d'aller chercher de l'aide pendant que lui retourne vers le camp, déterminé à protéger les autres quoi qu'il en coûte. À Pineway, Chris entre dans la pièce en pensant entendre Noël. À sa grande surprise, il trouve Mike et Demi en train de s'embrasser comme si de rien n'était. Pensant qu'ils se sont fait choper, Mike commence lentement à attraper un couteau sur une commode. Mais il s'arrête quand il réalise que cet idiot n'a aucune idée que ce sont eux les tueurs.
Il appelle les autres et ils sont tous soulagés de voir que leurs amis sont encore en vie. Et au fil de la conversation, ils apprennent aussi que ces crétins étaient sur le point de mettre toute cette histoire sur le dos de Jason. Alors ils font comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passe. Prenant son petit ami à part, Demi est furieuse qu'ils accusent quelqu'un d'autre alors que c'est elle qui a tout planifié. Mais à présent, Mike a des doutes quant au fait de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Après y avoir réfléchi, sa petite amie accepte à contre-cœur. Mais seulement s'il continue à tuer toutes les autres personnes au camp. Quant à Jason, il revient finalement au camp et prend une hache, ce qui le fait passer encore plus pour le tueur qu'il ne l'avait déjà fait. Pendant ce temps au pavillon, Mike prend les devants et dit aux autres qu'ils vont filmer une vidéo expliquant la situation, juste au cas où quelque chose arriverait et qu'ils auraient besoin de preuves. Un par un, ils traînent tous le nom de Jason dans la boue, en disant les pires choses possibles et en l'accusant directement. Après avoir enregistré les images, ils envoient Bobby et Chris faire le premier tour de garde. Mais Jason réussit à atteindre le pavillon sans se faire remarquer. Et il commence à essayer de se faufiler à l'intérieur par une fenêtre ouverte. Au moment où il y parvient, il est surpris quand il voit Mike en train d'enfiler son costume, ce qui le fait trébucher sur les rideaux et s'écraser sur le sol. Pour passer le temps, Ezra monte sur scène et commence à jouer un monologue tiré de sa revisite d'Où sa mère de Pinocchio. Quand tout à coup, Shannon aperçoit le tueur qui s'approche de lui en venant de derrière le rideau. Oh, elle essaie bien de le prévenir, mais il s'embrouille l'esprit parce qu'elle ne lui donne pas les indications scéniques appropriées. Et avant même qu'il n'ait bougé d'un pouce, Mike surgit par derrière et lui brise la cheville d'un coup de pied, avant de lui enfoncer la hache en plein dans le haut du crâne. Ça fait 8 morts, et il en reste 5. Ok, donc, alors qu'il semblait qu'ils ne pouvaient plus tout faire foirer, ces 4-là ont littéralement pris les tueurs en flagrant délit et les ont laissés revenir dans l'équipe. Honnêtement, avec de telles compétences de survie, je suis surprise que même l'un d'entre vous soit encore en vie à ce stade. Mais il semble que ce ne sera plus le cas pour très longtemps. Et c'est pourquoi chacun d'entre vous dans cette situation a juste merdé. Ezra a peut-être été le premier à jeter Jason sous le bus, mais tous les autres l'ont cru sans la moindre preuve. Et c'est franchement honteux. Je veux dire, réfléchissez-y juste une seconde, d'accord? S'il était vraiment le tueur, pourquoi aurait-il essayé de prévenir les autres? Il aurait voulu garder l'élément de surprise le plus longtemps possible, non? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais pendant ce temps, vous avez laissé Demi et Mike revenir dans le groupe sans même leur poser une seule question. Et pourtant, ils montraient plus de signaux d'alarme que vous ne pouviez l'imaginer. Tout d'abord, où diable était-il pendant tout ce temps? Les gens courent littéralement dans le camp en hurlant au meurtre depuis des heures, et quoi? Ils n'ont rien remarqué? Ouais, bien sûr, c'est ça. Je dois le dire, si ça c'est pas un signal d'alarme, alors leur manque de réaction en découvrant que 3 de leurs amis étaient morts était le plus grand signal d'alarme de tous. Non mais franchement, n'importe quelle personne normale aurait paniqué, mais ces deux-là ne semblaient même pas surpris. Et ça aurait dû vous révéler tout ce que vous aviez besoin de savoir. Le pire, c'est que vous aviez raison sur un point. Le tueur est toujours là. Vous n'avez juste pas réalisé que vous étiez en train de les regarder droit dans les yeux. Et c'est pour ça que vous avez tous merdé. En entendant leurs cris, les garçons réalisent que leurs amis sont en difficulté. Mais alors que Bobby veut se tirer de là, Chris dit qu'il doit retourner à l'intérieur pour sauver son crush. Il se glisse dans la cabane et trouve le corps d'Ezra étendu sur le sol. Mais il est rapidement suivi à l'intérieur par un des tueurs, ce qui l'oblige à se réfugier dans une zone de stockage dans les coulisses. Au même moment, Shannon trouve Bobby caché derrière un arbre et elle lui dit qu'elle pensait que c'était Chris. Jason étant attaché à une chaise, Demi met ses empreintes digitales sur toutes les armes, faisant tout ce qu'elle peut pour faire croire que c'était lui le tueur. Quand il se réveille, elle lui découvre la bouche pour qu'il lui dise où trouver Claire, mais il se met à crier à l'aide à plein poumon. À l'extérieur, Shannon et Bobby aperçoivent le tueur à travers la porte. Et hésitant, il finit par l'ouvrir et lui lance un « What's up ?» nerveux. Ce qui le distrait suffisamment et permet à Shannon de se glisser discrètement à l'intérieur. Dans les coulisses, elle trouve Chris caché dans une tour, telle une damoiselle en détresse. Et submergé par la gratitude, il lui lâche un « Je t'aime » un peu prématuré, avant d'essayer rapidement de faire comme si rien ne s'était passé. Bobby prend ses jambes à son cou, et il retourne à la salle de divertissement avec le tueur à ses trousses. Mais juste quand tout semble fini, Claire casse une bouteille sur la tête de ce sale type, lui sauvant la vie juste à temps. Ils sont surpris de découvrir qu'il s'agissait en fait de Mike depuis le début, et il dit à la fille d'aller sauver Jason tandis que lui reste en arrière pour finir cette bataille.
Sans surprise, le combat commence avec un Bobby qui se fait botter le cul dans toute la cabane, utilisant désespérément tout ce qui lui tombe sous la main dans l'espoir d'infliger ne serait-ce qu'un petit préjudice même minime. Il essaie une tapette à mouche, un bol rempli de bretzels et même une raquette de ping-pong. Mais ça ne sert à rien, et il finit par se faire jeter brutalement à travers la table. Claire, qui a besoin d'une nouvelle arme, court au stand de tir à l'arc et prend un arc et des flèches avant de suivre les bruits de cris jusqu'au hangar à bateau. À l'intérieur, Jason crache aux pieds de Demi par pure frustration, insulté qu'elle l'ait choisi pour porter le chapeau. Mais elle lui rappelle que ses soi-disant amis étaient sur le point de faire la même chose. À ce moment-là, Claire ouvre la porte et pointe une flèche sur la tête de la jeune fille, ce qui l'oblige à sauter derrière Jason et à menacer de lui trancher la gorge si elle s'approche davantage. Dans la salle de divertissement, Mike prend un couteau de poche sur un cadre présentoir accroché au mur et il commence à s'en prendre à Bobby, qui s'empresse d'attraper une bûche enflammée dans le feu. Bien sûr, elle le brûle trop, alors il la jette immédiatement de l'autre côté de la pièce. Mais Mike le jette au sol et commence à le frapper sans ménagement alors que tout le bâtiment s'enflamme. On dirait que c'en est fini. Mais à la dernière seconde, Bobby lui assène une réplique tirée d'une de ses propres histoires à dormir debout, avant d'attraper le canif et de le planter directement dans le côté de son cou. Mike le retire et poignarde Bobby sur le côté avant de s'écrouler et de succomber à ses blessures. Ça fait 9 morts et il en reste 4. À présent, on est de retour avec les autres. Jason fait semblant de dire à Claire de se rendre, mais en réalité, il lui explique comment aligner son tir et lâcher la corde. Elle tire la flèche qui se plante directement dans l'œil de Demi au moment où il s'écarte, la neutralisant ainsi d'un seul coup bien placé. Visiblement, elle est encore en vie, mais au moment où elle tend son couteau, Claire écrase la flèche avec son pied et met fin à ses jours pour de bon. Ça fait 10 campeurs morts et il y a 3 survivants, mais ils doivent encore sauver Bobby. Jason fonce directement dans le bâtiment comme le vrai GOAT qu'il est. Et il prend le campeur blessé dans ses bras, le sauvant des mâchoires enflammées de la mort à la dernière seconde. En le regardant, il dit que sa blessure ne devrait pas être trop grave. Et le gamin le remercie de lui avoir sauvé la vie, s'excusant de ne pas avoir vu qu'il était le vrai héros depuis le début. Alors que le soleil se lève sur le lac, il remercie Claire d'être revenue pour lui. Et ces deux-là partagent enfin leur premier baiser. Ils n'ont peut-être pas eu l'été qu'ils voulaient, mais en fin de compte, il semble que tous aient trouvé quelque chose de mieux. Le véritable amour. Bon, excepté Bobby bien sûr, mais au moins il est encore en vie. Un camp pour enfants et des tueurs. C'est une combinaison mortelle, mais je dois dire qu'ils ont réussi à s'en sortir à la fin. Un grand coup de chapeau à la prod. J'ai l'impression que tout le monde s'est donné à fond dans ce film, mais vous devez me dire dans les commentaires si vous auriez fait quelque chose différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!